En tout cas, on va maintenant parler de ce week-end qui s'annonce, un week-end qui est dangereux pour le gouvernement avec les gilets jaunes qui vont déferler partout en France. On va en parler avec nos invités, on va en débattre dans un instant. Mais tout d'abord, premier reportage sur ces gilets jaunes, des gilets jaunes qui ne veulent pas baisser les bras. Quelques heures après les annonces d'Édouard Philippe, des gilets jaunes toujours mobilisés, comme ici à Saint-Brieuc en Bretagne. Peu convaincus par les nouvelles mesures, ils veulent faire monter la pression. C'est surtout un gros coup de com' qui est fait par le gouvernement. C'est encore une motivation supplémentaire pour nous pour rester encore un peu plus et être encore plus déterminés. Même sentiment à Nice. C'est pour la manifestation, le blocage. Où la distribution de tracts continue. Plutôt que de voir gonfler les aides comme la prime à la conversion, ces automobilistes préfèrent une baisse de taxes sur les carburants. C'est de la poudre aux yeux. On nous prend quelque part pour nous redonner ailleurs. Voilà donc pour ce premier reportage. Pour en parler avec nous, Arnaud Benedetti, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, spécialiste de la communication politique et professeur associé en histoire et communication à l'université Paris-Sorbonne. Éric Revel, bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste, ancien patron de LCI et de France Bleu. Alma Zoyer, bonjour. Merci d'être là, président de Fairvalue Corporate et Publix Affaires. On va donc parler de ces gilets jaunes. Je vais commencer avec vous, Alma Zoyer, avec une question toute simple. Est-ce que depuis le début, le gouvernement gère bien cette montée en puissance des gilets jaunes? Non. Non, il faut le dire clairement, il ne le gère pas parce que je pense qu'il n'a pas tenu compte, si vous voulez, des signaux faibles, d'abord qui sont ceux donc d'Internet et qui sont ceux des réseaux sociaux, et deuxièmement parce qu'il y a ce phénomène du « en même temps » qui a tellement fait la gloire du président jusqu'à présent, mais qui représente peut-être la goutte de carburant en trop qui fait déborder le vase. Mais Éric Revel, c'est sérieux ce qui va se passer ce week-end? Oui, ça semble sérieux. Mais vous dites ça semble, alors ça veut dire que vous hésitez quand même? Il faut attendre de voir ce qui va se passer concrètement, mais quand on annonce 1500, 2000 actions sur le terrain, ça semble sérieux. Je rajouterais que quand même, le gouvernement s'est mis dans une drôle de séquence de communication. D'un côté, il a manié la carotte en annonçant il y a quelques jours les fameux 500 millions d'euros d'aide sur lesquels on ne comprend pas forcément grand-chose. Il a manié aussi le bâton. Castaner, en disant s'il y a un blocage total, on empêchera et on fera donner les forces de l'ordre. Et puis je rajoute, dernier élément de cette séquence qui est quand même incroyable, c'est que les ministres, Darmanin ce matin encore pour ne pas le citer, dit de toute façon on ne reculera pas. Donc pour moi, ces trois éléments de la séquence de communication sont presque des appels à la mobilisation. Si vous partez du principe que vous entendez la colère mais que vous n'écouterez pas les résultats d'un mouvement qui s'annonce massif, alors comment est-ce que le gouvernement peut s'en sortir? Mais Arnaud Benedetti, est-ce que finalement, c'est pas ce qui se passe dans toutes les crises? C'est-à-dire que le gouvernement commence, quelle que soit la crise et quel que soit le secteur, commence toujours par dire on ne reculera pas, on ne reculera pas. Il attend de voir la mobilisation, il attend de voir s'il y a du monde, et s'il y a du monde, à ce moment-là, il commence à céder pas à pas. C'est presque classique, non? Oui, certainement, sauf que jusqu'à présent, il n'a pas montré véritablement d'un vrai savoir-faire en matière de communication dans cette séquence-là. C'est que vous avez eu un gouvernement d'abord qui a beaucoup communiqué, et je suis très étonné de la façon dont il a communiqué cette semaine, parce que vous avez eu quand même un Premier ministre et un Président de la République qui se sont exprimés déjà sur le sujet avant la mobilisation. Donc on a déjà grillé 2 cartouches. Ça c'est une erreur en termes de communication. Ils auraient dû attendre après. En tout cas, le Président de la République plus le Premier ministre, ça fait beaucoup. C'est riche en termes de, j'allais dire, de démonstration institutionnelle. Et l'autre souci, c'est qu'on voit bien que la bataille de la communication, pour l'instant, manifestement, ce sont les gilets jaunes qui sont en train de la gagner. Ils ont réussi à mobiliser sur les réseaux, ils ont réussi à mobiliser médiatiquement. Maintenant, la question est de savoir s'ils vont réussir à mobiliser socialement, puis politiquement. Le problème, finalement, du gouvernement, c'est qu'il a en face de lui un mouvement qui est imprévisible, qui est incontrôlable, qui échappe aux canaux de mobilisation traditionnels. Ce ne sont pas des syndicats, même si les partis politiques vont manifestement se rallier au mouvement, ils arrivent après. Donc c'est un mouvement dont le caractère imprévisible fait à la fois la force et la faiblesse. Anne et puis Eric après. Alors oui, mais en même temps, ce qu'on peut dire, sans mauvais jeu de mots, c'est qu'il va y avoir une récupération, c'est une évidence, et c'est là-dessus peut-être que le gouvernement peut rebondir. Pourquoi? Parce que depuis le début, Emmanuel Macron s'oppose à l'ensemble de l'extrême droite, puisque c'est probablement elle qui va récupérer le plus, je dirais, d'adhérents dans cette affaire, pour essayer de s'édifier comme un rempart. Et dans la perspective des européennes, c'est une démarche extrêmement importante de sa part, et c'est une séquence qu'il ne doit pas rater. Donc,
Donc ça veut dire que si effectivement ce mouvement prend forme, et ce sera probablement le cas, et qu'il perdure, ça peut mettre en danger, ça peut mettre véritablement en danger les élections européennes des prochains mois. Alors, ce qui est notable, en tout cas, c'est qu'il y a une forte mobilisation des médias également autour de ça. Je vais en parler avec vous, Éric, dans un instant, parce que vous avez dirigé, entre autres, la chaîne LCI. Je voudrais vous montrer un reportage, par exemple, de TF1. C'était mardi soir, le 20h de TF1, qui insistait sur la forte mobilisation, et puis on en parle après. La mobilisation s'amplifie, les revendications aussi. Pierre Bounocor fait partie des automobilistes en colère. Il a 59 ans et est DJ animateur à Limoges. Ne serait-ce que pour passer maintenant le contrôle technique, on a une série de tests qui est en train d'augmenter, les tarifs augmentent aussi, et prendre l'automobiliste de cette façon-là pour une vache à lait, pour compenser les carences de l'État, moi je dis non, 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 il y en a marre. Car c'est la baisse de leur pouvoir d'achat qui inquiète le plus les Français. Comme Marc Vanier. À 27 ans, il est boulanger à Avignon. Son activité le contraint à rouler jusqu'à 25 000 km par an. Je mets entre 3 et 400 euros d'essence par mois. Donc c'est vraiment un budget aujourd'hui qui est vraiment plus exorbitant. Aujourd'hui, on ne vit plus, on survit. Et on entend donc la colère de ces Français dans les journaux. Demain, toutes les chaînes info vont faire des journées spéciales. Ils ont déprogrammé ce qui était prévu pour faire des journées spéciales consacrées aux Gilets jaunes. Les médias, ça a une importance quand même. Bah, bien sûr. Alors, vous avez raison de souligner que peut-être le fait que les chaînes d'info soient en direct et consacrent des journées spéciales attise la mobilisation. Mais attention, il y a deux choses qui sont particulières, à mon sens, dans ce mouvement. La première, on l'a souligné, et on pourrait le résumer ainsi, c'est une sorte d'ovni, ce mouvement. C'est un objet social non identifié. Comme le dit l'opinion. En fait, c'est très important. Et puis la deuxième chose, c'est que derrière, vous avez dit, Jean-Marc, que les gouvernements commencent toujours de la même manière en disant on ne cédera pas. Mais en fait, pour Emmanuel Macron, me semble-t-il, il y a un enjeu beaucoup plus important. C'est que s'il devait céder sur cette affaire, des taxes rajoutées sur l'essence ou le diesel, alors peut-être que l'ensemble de sa posture de réformateur serait mise à mal. Donc, oui, alors moi, ce discours, Éric Revel, ce discours, ça me rappelle ce qu'on a dit sur la réforme de la SNCF. On a dit 6-7 sur la réforme de la SNCF. Oui, il est mort pour toute la suite. Il n'a pas cédé, il a tenu. Oui, mais justement, il n'a pas cédé. Ouais. Donc la posture, c'est pas une posture quelconque. C'est derrière ce mouvement, s'il est fort, si le gouvernement d'Édouard Philippe cède, est-ce que ça ne remet pas en cause toute la politique de réforme. Mais ils ne céderont pas. Et puis j'ajoute une dernière... Ils ne céderont pas, vous dites, Anne ? Non. J'ajoute juste une dernière chose, Jean-Marc. C'est que on en parlait un petit peu entre nous. Il y a un parallèle absolument incroyable qu'on peut faire entre la spontanéité apparente de ce mouvement des Gilets jaunes et la spontanéité apparente avec laquelle a été formé, construit le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Même s'il y avait un leader qui s'appelait Emmanuel Macron. Mais en réalité, c'est une sorte de réponse presque populaire à la disparition des partis politiques et à l'émergence spontanée du mouvement En Marche. Ouais, disparition des partis politiques et des syndicats qui ont de moins en moins de force, parce que les syndicats, c'est eux aussi, normalement, qui auraient pu prendre ce mouvement. Je voudrais qu'on regarde un extrait, justement, de ce qui peut se passer ensuite, c'est-à-dire après ce week-end. Moi, il y a une séquence que j'ai vue ce matin qui m'a particulièrement interpellé. C'était sur BFM. Écoutez ce que dit l'un des organisateurs d'En Marche sur la suite. On est plus que déterminés. Le sac de couchage, voilà, c'est pour montrer notre détermination. On va rester sur place. On ne sait pas combien de temps, mais on va rester sur place. Et les mots du président hier nous réconfortent dans notre action. D'autres pensent que ce n'est que le début, que leur détermination va mener à une mobilisation plus importante, quitte à s'aventurer sur le terrain politique. C'est un mouvement populaire, c'est un mouvement du peuple, une vague de fond. Nous attendons une dissolution de l'Assemblée nationale, une démission du Sénat. Voilà, porte-parole des Gilets jaunes, pas d'En Marche, vous l'avez compris. Arnaud Benedetti, ça va loin là, dissolution de l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a une force sociologique derrière ce mouvement. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a une réalité, c'est que ce mouvement est l'expression d'un double sentiment. Le sentiment d'abord que finalement l'effort qui est demandé aux Français est inéquitablement réparti. Ça, c'est un sentiment très fort qui les mobilise. Le deuxième sentiment qui les mobilise, c'est cette déconsidération dont ils se sentent l'objet de la part
d'une partie des élites. Donc c'est un mouvement qui est très anti-élitiste de ce point de vue-là, parce qu'il considère que finalement, les dirigeants ne les entendent pas, ne les écoutent pas et ne les considèrent pas. Et ils les traitent avec condescendance. Et c'est un mouvement qui, en plus, a un facteur de coagulation très fort, parce que, à travers la question du carburant, vous touchez à deux sujets qui sont essentiels, qui sont à la fois la question de la mobilité, dans des territoires qui plus est, où vous n'avez pas de mode de transport alternatif, et où donc les gens ont besoin de prendre leur voiture, ne serait-ce que pour aller travailler. Et la deuxième question, c'est la question du travail. Donc vous avez là des facteurs qui, sur le plan, j'allais dire, sociologique, sont extrêmement coagulants, et surtout, c'est une mobilisation qui est assez, finalement, certes populaire, mais qui touche des catégories socio-professionnelles très différentes. Vous avez des commerçants, des agriculteurs, des petits artisans, des fonctionnaires qui ont besoin de prendre leur voiture pour tout simplement aller faire leur travail de fonctionnaire dans la sous-préfecture. Donc, il y a là véritablement une dimension qui, à mon sens, sur le plan sociologique, est extrêmement importante. Et la réduire, comme le font certains historiens, à un mouvement de jacquerie, comme on en a connu d'autres dans l'histoire de la France, à mon avis, c'est quelque part assez réducteur compte tenu de la nouveauté de ce mouvement. Alma Soyer, vous disiez le gouvernement ne cédera pas. Non. Il a raison de jouer la force. De toute façon, il faut qu'il soit fidèle à sa promesse, parce que depuis, je dirais, ces 20-30 dernières années, on reproche toujours à l'exécutif, finalement, de ne pas respecter les promesses des présidentielles. Là, aujourd'hui, on est dans une totale schizophrénie, parce que... même si je peux partager un certain nombre de récriminations, aujourd'hui, le gouvernement ne fait qu'appliquer le vent de réforme qu'il a présenté lors de l'élection présidentielle. Alors, ce qu'on peut lui reprocher, effectivement, c'est son mode de communication et peut-être aussi son mode opérationnel, parce que tout ceci aboutit à une accumulation des augmentations, de la pression, de la contrainte, et c'est ce qui fait peut-être aujourd'hui qu'on doit faire face à ce mouvement. Mais tout est parti du carburant, en fait. Hein. Tout est parti du prix du carburant. Aujourd'hui, ça va au-delà. Mais est-ce que le gouvernement ne s'est pas planté dans la réponse sur le prix du carburant? Quand il dit, je sais pas moi, c'est les prix des cours qui augmentent, en fait, on a un peu le sentiment, on va dire les choses, qu'on est pris pour des cons. Parce qu'on sait bien que c'est les taxes, quand même, qui sont les plus importantes. Parce que tout simplement, il a motivé sa demande à travers la hausse des taxes, à travers l'objectif de transition écologique, auquel personne ne croit. Parce que tout le monde a compris qu'il s'agissait finalement d'un jeu de bonneteau budgétaire. Donc, en effet, la motivation qui a été mise en avant est une motivation qui aujourd'hui n'est pas audible pour une partie de l'opinion. C'est vrai que le message brouillé, d'un côté on laisse Nicolas Hulot quitter le gouvernement qui tenait l'étendard justement de l'écologie, et d'un autre côté on donne le message que cette hausse des carburants, elle doit répondre à la fin du diesel et un message écologique. Donc ça, c'est extrêmement brouillé. Mais il faut reconnaître aussi une chose quand même, Jean-Marc, c'est que cette accumulation de taxes et d'impôts, elle n'est pas née avec Emmanuel Macron. Hein. Bien sûr, tout à fait. Depuis des décennies, l'empilage de taxes, d'impôts supplémentaires. Pour une raison très simple, c'est que on a un problème de dette, même si on ne le dit pas. On n'est pas dans la situation de l'Italie, mais on a un problème de dette qui est très compliqué au moment où les taux d'intérêt remontent. Donc il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Mais donc il est au bout d'un processus, je pense, Emmanuel Macron, avec son gouvernement, c'est-à-dire depuis 10 ans, 15 ans, 30 ans, l'empilage de taxes et d'impôts que les Français ne peuvent plus supporter aujourd'hui. Et en face de ça, Emmanuel Macron a fait campagne sur une offre très précise d'augmentation du pouvoir d'achat. Donc, il est pris en ciseaux entre l'offre qu'il a suscitée et la demande de pouvoir d'achat qu'il n'arrive pas à canaliser. Mais où on nous prend un peu pour des imbéciles, c'est quand on dit si le prix à la pompe augmente, c'est parce que le prix du baril augmente. Mais ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que plus le prix du baril augmente, plus les taxes augmentent, puisque c'est des pourcentages, et plus le gouvernement gagne de l'argent. Oui, bien sûr. Donc on pourrait tout bloquer, tout geler, par exemple les taxes pendant un moment, et ça éviterait d'avoir des hausses comme ça. Regardez les gilets jaunes, par exemple, qui s'organisent de plus en plus, malgré les menaces d'intervention de la police dont on parlait. Ils s'organisent. Sécurité, 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 d'accord? Depuis plusieurs jours, dernière répétition pour les gilets jaunes. Sur les points de blocage, prévoyez donc de quoi manger, de quoi boire. Ils promettent un blocage général. Ce matin, le ministre de l'Intérieur a lancé un avertissement aux manifestants. Partout où il y aura un blocage et donc un risque pour les interventions de sécurité, mais aussi pour la libre circulation, nous interviendrons. Sinon, il y aura quoi? Il y aura des PV dressés? Il y aura quoi? Il y aura d'abord des discussions et ensuite il y aura, plus fermement si c'est nécessaire, le fait de faire dégager la route. Une France
entièrement jaune, avec des centaines de points de blocage. Voilà ce que redoute le gouvernement. La difficulté pour les autorités, c'est le caractère spontané de ce mouvement qui a débuté il y a moins d'1 mois sur les réseaux sociaux. Un mouvement qui a débuté il y a moins d'1 mois et qui a pris beaucoup d'ampleur avec cette question. Qui sont vraiment ces gilets jaunes? Regardez ce reportage de France 3. Dans la banlieue de Beauvais, ce jeune homme de 22 ans a pris les rênes des gilets jaunes. Engagé auprès des patriotes de Florian Philippot, il dit cette fois vouloir agir en tant que simple citoyen. Le ministre de l'Intérieur a indiqué qu'aucune manifestation ne serait interdite si elle ne menace pas l'ordre public et n'entrave pas la circulation. Lui ne compte pas bloquer la circulation, mais forcer un péage de l'autoroute A16 afin de le rendre gratuit. Est-ce que vous comptez aller déclarer en préfecture votre action de samedi? Comment est-ce que vous voulez justifier à la préfecture que vous vouliez ouvrir une barrière de péage? C'est quelque chose d'insensé. Ce matin, dernière répétition générale en compagnie de Nathalie Renet et de son fils. Tous deux participants. Tu vas bien? Ça va. Ouais. Ultime repérage avant l'opération qu'ils ont baptisée barrière ouverte. Là on voit qu'il y a les caméras, on ne sait jamais s'ils prennent les plaques des gens qui passent, on va les bâcher pour éviter ce genre de choses. Arnaud Benedetti, c'est pas si improvisé que ça, tout ça, finalement. Ça s'organise. Il y a toujours dans les mouvements dits spontanés, malgré tout, des gens qui s'imposent comme leaders. Et ceux qui s'imposent en général comme leaders de ces mouvements, c'est des gens qui ont toujours une expérience militante. C'est classique. Souvenez-vous des coordinations des années 80, 85, 86, les coordinations étudiantes qui s'étaient montées contre la loi Devaquet. On parlait de coordination nationale. C'était très rapidement des leaders, des militants, des anciens trotskistes qui avaient pris les rênes du mouvement. Dans tout mouvement spontané, vous avez à un moment donné une reprise en main par des professionnels de l'organisation politique ou syndicale. Donc inévitablement, on peut penser que le mouvement des Gilets jaunes, à un moment donné, à partir du moment où il arrive à maintenir la pression et à réussir sa mobilisation, il y aura des gens qui ont, disons, une dimension un peu plus professionnelle dans l'organisation qui s'imposeront. C'est naturel, c'est quelque chose, j'allais dire, qui répond aux lois des mobilisations. Dernière question, je vais vous poser la même à tous les trois. Qu'est-ce qui fait qu'on dira lundi si c'est un succès ou si c'est un échec? Comment juger ce qui va se passer ce week-end, Anne? Alors, l'ampleur de la mobilisation, mais surtout sa durée dans le temps. C'est-à-dire, peut-être lundi, on ne pourra pas s'en prévaloir, mais si ça commence à durer et ça prend la forme de la réforme de la SNCF, ça peut effectivement, surtout à quelques semaines de Noël, avoir des conséquences extrêmement importantes pour l'économie, mais aussi, je dirais, pour la dimension sociale. Au-delà, je pense qu'il y a un point qui est très important. Si on ne contrôle pas ce type de manifestation, ça peut devenir un péril véritable pour la démocratie. Pourquoi? Parce que effectivement, mais la démocratie, c'est aussi de pouvoir manifester. On est tout à fait d'accord, mais c'est aussi de pouvoir dialoguer, et à condition qu'on laisse ce dialogue s'instaurer. Donc si ce que j'entends autour de cette table se révèle être vrai, c'est-à-dire qu'il y a des leaders professionnels, c'est-à-dire finalement téléguidés, parce que vous ne devenez pas et vous ne vous imposez pas comme professionnel du jour au lendemain, qui émergent dans ce mouvement, alors ça voudra dire qu'il peut y avoir un risque pour la démocratie, surtout dans la perspective des futures élections européennes. Éric Revel, d'un mot, qu'est-ce qui fera que c'est un succès ou un échec? Bon, évidemment, la mobilisation. Moi, je vois pas. Mais la mobilisation, c'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire le nombre de blocages, le nombre de personnes, c'est quoi? Oui, je pense que c'est ça qui va frapper les esprits. Peut-être aussi, malheureusement, s'il y a des dérapages. Je vous signale quand même que, d'après ce que j'ai entendu ce matin à La Rochelle, région que je connais un peu, dans un très grand centre commercial, il y a des gens qui voulaient accéder au supermarché et d'autres, des gilets jaunes qui étaient déjà en poste pour les empêcher. Et il y a eu certaines frictions, plus que des mots d'oiseaux échangés. Donc on est dans un climat qui est quand même tendu, qui est compliqué. Et on ne voit pas comment, si la mobilisation est forte, demain, samedi, les Gilets jaunes arrêteraient leur mouvement dès le soir pour ne plus en entendre parler. Surtout après les déclarations répétées de fermeté du gouvernement d'Édouard Philippe, du fait qu'il ne reviendrait pas en arrière sur les décisions prises. Arnaud Benedetti, même question. Oui, ça va être l'ampleur de la mobilisation, le nombre de points qui sont touchés géographiquement sur le territoire, la capacité médiatique qui semble aujourd'hui particulièrement éprouvée, la durée aussi dans laquelle va s'installer la mobilisation, qui sont autant de critères de réussite. C'est-à-dire que si ça s'arrête samedi soir, c'est mort?
Mais je pense que ça ne s'arrêtera pas à samedi soir, parce que tout laisse penser que la mobilisation sera forte, malgré tout. En tout cas, les retours qu'on a sont plutôt des retours de ce point de vue-là. Et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'à un moment donné, le gouvernement sera obligé de faire un geste s'il veut un peu décrisper la situation. Oui, mais des gestes qui n'ont pas été compris, visiblement. Peut-être, mais je ne pense pas qu'ils iront tellement au-delà, parce que sinon, effectivement, ça mettra en péril tout leur train de réforme. Merci beaucoup à tous. Merci Anne Mazoyer, présidente de Fair Value Corporate et Public Affairs. Merci Eric Revel d'avoir été avec nous. Et merci Arnaud Benedetti, spécialiste de la communication politique. Et votre livre, je le rappelle, ça s'appelle Le coup de com' permanent. Et c'est plus d'actualité que jamais. Merci.